l'Union européenne, c'est-à-dire payé par nous. Ah, elle est pas d'accord. Bah si, c'est payé par nous, Léa. C'est payé par nous, oui. Parce que c'est qui paye l'Union européenne? Ça, à un moment donné, c'est fondamental. C'est quelque chose qu'on essaye de pas faire comprendre. Et alors là, tout de suite, l'argument suprême de la gauche. Vous les méprisez en disant ça. Non, je... Ah, vous les méprisez en disant ça. Voilà l'argument suprême que nous sert la gauche. C'est-à-dire le fait de penser à sa propre nation, à sa propre, j'ai envie de te dire, communauté de destin, hein, eh ben c'est quelque chose de raciste, de pas bien, il faut penser à tout le reste de la planète. Alors que eux se contrefoutent absolument de ce qui peut se passer en France, mais complètement. Hein. Mais nous, évidemment, il faudrait que nous y attachions la plus grande importance, parce que, évidemment, il faut être solidaire de tous ces pays que personne ne connaît ici. Hein. Donc ça, c'est la vision, voilà, vous savez, cette gauche moralisatrice, cette espèce de gauche culpabilisante, hein, qui fait que si vous aimez la France, c'est que vous détestez les autres, vous êtes un immonde raciste, vous êtes un odieux méchant qui ne pense qu'à son pays. Hein. Alors, c'est argument, évidemment, complètement éculé, hein, complètement fallacieux aussi, hein, parce que l'Union européenne, évidemment, en échange de ses fonds structurels, elle impose des politiques à ces pays. Et allons voir le fond de ces politiques, allons voir qu'est-ce qui se passe vraiment en Europe de l'Est, hein, Madame Salamé. C'est uniquement pour l'argent qu'ils veulent rentrer dans l'Union européenne. Non, c'est aussi pour le parapluie américain, c'est aussi pour le parapluie de l'OTAN. Voilà, donc on explique, c'est vrai, c'est aussi uniquement pour l'argent, bah déjà, oui, j'ai envie de dire. Après, il y apporte évidemment une nuance, il y a aussi un aspect stratégique, parce que des pays veulent sortir de l'OTAN, des pays veulent, rentrer dans l'OTAN pour, évidemment, se protéger, soi-disant, de cette menace russe. Alors c'est le cas, évidemment, de pays comme, on sait, la Pologne sont très actifs, mais aujourd'hui, on sait que la République tchèque, elle, veut sortir de l'OTAN, vous voyez, donc... même eux, dans ces pays de l'Est, ils en reviennent de l'OTAN. Hein. Tout le monde était au début un peu comme une protection de passer dans ce monde américain. On en revient petit à petit. Ils sont d'ailleurs, tous les pays de l'Est sont d'abord entrés dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne, parce qu'il faut bien que les Français comprennent. Il est excédé, Michel Sardou. Alors là, on parle de l'OTAN, donc les Américains sont visés, si j'ose dire, en première ligne, ça ne lui plaît pas. Cette franchouillardise comme ça, à cette heure de grande écoute, il lui préférait qu'on utilisât un peu plus d'américanisme quand même dans les idées évoquées. Hein. Que l'Union européenne, c'est la face civile d'une même médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. Alors là, vous voyez, c'est stupéfiant. Je voudrais revenir. On sait que ça, il y a eu un coupage. Parce qu'on n'a eu ni la réponse de Salamé. Je pense que même Sardou a dû dire quelque chose, je sais pas. En tout cas, voilà, encore une preuve, effectivement, d'un montage fallacieux. Et voilà, on revient sur Aymeric Caron. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que c'est quand même pas anodin. Sur vos liens, ou pas. Ah, là, on entre dans le cœur du sujet qui, évidemment, crée la plus grande polémique. Et on arrive au point ultime. C'est bien pour ça que on lui a tendu ce traquenard pour l'amener à ça. C'est ce qu'on essaie de comprendre aussi avec l'extrême droite. Voilà, avec l'extrême droite. Parce que le but étant de démontrer que Asselineau est forcément quelqu'un d'extrême droite. Donc... Parce que finalement, lorsqu'on vous lit, vous nous dites finalement que votre charte, elle dit que le but de votre parti, c'est de rétablir l'indépendance de la France, de rendre sa liberté au peuple français, de restituer à notre pays son rôle historique de porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Alors, de restaurer la liberté du peuple français, de restaurer son rôle historique de liberté des peuples et des nations. Et vous allez voir ce qu'il dit de cette phrase. Cette phrase, selon lui... À travers le monde, c'est donc une déclaration nationaliste. C'est une déclaration nationaliste. Ah bah oui, parce que quand on aime son pays, on est nationaliste. Eh bien moi, je vous le confesse, je le dis, je suis nationaliste. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, se porter donc à aimer la liberté des peuples et sa propre liberté et aller porter cette parole-là, donc serait faire de nous un nationaliste, un immonde, un rejeton de l'histoire, une espèce de sous-Hitler. Mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Caron? Quel est le lien que vous voulez nous faire? Vous ne serez pas d'accord avec ce terme, j'imagine? Bah non, pas du tout. Surtout la façon fallacieuse dont vous l'utilisez. En tout cas, si c'est ça, être nationaliste, bah oui, je le confesse, je suis nationaliste. Pour vous
en trouverez un autre, mais c'est pourtant, selon moi, le cas. Et j'aimerais donc comprendre mieux vos liens avec l'extrême droite. Alors, donc voilà, parce que vos liens avec l'extrême droite, donc se battre pour la souveraineté des nations, la souveraineté du peuple français, c'est être nationaliste et c'est être d'extrême droite. Voilà le résumé, quand même, de ce qui est servi dans la question, ce qui est sous-entendu. Puisqu'on lui parle de lien avec l'extrême droite, on lui sort un texte où il parle de restaurer le rôle de la France pour la liberté des peuples et des nations. Et on vous explique qu'il est d'extrême droite et que c'est nationaliste au sens évidemment le plus critique, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche des noises à tous les pays, mon pays c'est le meilleur, etc. Parce que c'est ça l'esprit qu'on appelle nationaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a une agressivité envers les autres nations, évidemment, parce que c'est de ce sens-là que l'entend Aymeric Caron. Alors que si j'entends bien la phrase qu'il a extraite évidemment d'une déclaration d'Asselineau qui est présente sur le site, et qui est dans la charte même, c'est de rétablir la souveraineté du peuple français. Donc je ne vois pas en quoi rétablir la souveraineté du peuple français serait d'extrême droite. Voilà, c'est ces gens-là qui ont posé les, les limites et les structures donc de leur discours. Tout ce qui est la défense de la France, tout ce qui est la part de souveraineté du peuple français, c'est de l'extrême droite, donc acheté à la poubelle. Voilà. Après, quand on va lui dire oui, mais tu n'as pas l'impression de travailler pour l'oligarchie, ça c'est du complotisme. Voilà le genre de gens à qui on est confronté. Vous avez été au RPF de Pasqua et de Villiers. Voilà, on reprend, on a remis une tartine, on avait déjà eu ça en présentation, on vous remet la deuxième couche, évidemment le RPF de Pasqua et de Villiers, donc deux personnages qualifiés comme étant de droite, alors pas d'extrême droite, mais quand même d'une droite dite dure, droite dite nationaliste, droite dite méchante en tout cas. D'accord. Oui, mais j'ai été aussi. Voilà, obligé de se défendre encore là-dessus, il aurait dû s'y attendre, évidemment. D'abord, le RPF de M. Pasqua et de Villiers n'a rien à voir. Non, je dis pas, mais j'essaie de... Voilà, non, mais j'ai dit ça comme ça, il vient de nous expliquer que tout ça que c'était l'extrême droite, il cite Pasqua et de Villiers, puis après il dit non, j'ai pas dit que c'était l'extrême droite, mais non, mais bon, t'as juste fait le lien et l'association, mais à part ça... Deuxièmement, j'ai travaillé... Il est d'une impolitesse, vous voyez, il ne regarde même pas, bon, elle est saoulée, elle aussi, on va la perdre bientôt, lui, il a cette impolitesse, de ne pas regarder les gens dans les yeux et tout, quand on parle, c'est vraiment, c'est fatigant cette impolitesse-là. Auprès de ministres, notamment de M. Hervé de Charette aux Affaires étrangères. Ouais. Voilà, même là aussi, Asselineau se défend un peu péniblement, je trouve, en donnant des exemples de ministres que peu de gens connaissent. Hervé de Charette, il est même pas très connu, et c'est vrai que c'est pas du tout un personnage d'une droite dure ou quoi, mais il n'est pas excessivement connu, il aurait pu se passer de cet argument et démontrer que... Et vous savez, à la limite, dans ce genre d'émission, il aurait fallu qu'il fasse plus de démagogie avec le public en disant mais vous me parlez d'extrême droite, mais l'extrême droite aujourd'hui ce sont ces gens qui bombardent la Libye, l'extrême droite aujourd'hui, je suis désolé, c'est Goldman Sachs, ce sont ces gens à l'Union Européenne qui mettent au pas les Grecs, qui leur baissent les salaires, voilà l'extrême droite d'aujourd'hui. Alors c'est sûr, c'est un petit peu démago, c'est un petit peu populiste dirons-nous, mais c'est là qui marque des points, parce que là il est trop honnête. Oui, bah oui, il a travaillé avec De Charette, mais ça c'est trop intellectuel. Qui connaît De Charette? Oui, moi je connais De Charette, je me la raconte. Mais les gens ne connaissent pas De Charette. De Charette est vraiment pas très connu. Une charrette peut-être, mais deux, on ne le connaît pas. Gérard Longuet à l'industrie au commerce extérieur, monsieur José Rossi à l'industrie au commerce extérieur. Là aussi, on ne connaît pas trop technique, José Rossi, machin, personne ne connaît. Madame de Panafio au tourisme, donc voilà, oui, j'ai un parcours, j'étais plutôt dans, disons, le centre droit, oui. Ah bon, là, c'est quand même extraordinaire. Même, bon, là, pardonnez-moi, je ne suis, là, pour le mot, circonscrit le centre droit. Bon, c'est une façon, lui aussi, il recule, là. Là, dans le débat, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, si on faisait faire un combat de boxe, vous voyez, tout à l'heure, c'était l'offensive, et là, il est en défense, et là, il va dans les cordes, carrément, j'étais centre droit. Bon, centre droit, non, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait dire. Il était plutôt à droite, évidemment. Il vient de la droite, la vraie droite. Sauf que c'est une droite, allez, j'ai envie de dire une droite gaulliste, voire un peu quand même droite dure. Et puis il a fini par mettre quand même de l'eau dans son vin, mais centre droit me paraît effectivement un positionnement de circonstance, parce qu'il voit bien qu'il est acculé dans les cordes puisqu'on lui met oui vous êtes de droite, Pasqua de Villiers, nanana, je suis centre droit. Voilà, bon, c'est un peu une façon de noyer le poisson. Vous êtes passé par le RIF, le Rassemblement pour l'indépendance de la France. Alors on lui rappelle évidemment, vous êtes passé par le RIF, le Paul-Marie Couteau. Le Paul-Marie Couteau.
Voilà, Paul-Marie Couteau, qui, évidemment, qu'est-ce qu'il fait, Paul-Marie Couteau? Oui, c'est vrai, mais je Qui a soutenu Marine Le Pen en 2012. Voilà, évidemment, c'est comme ça que ça se passe, hein. On est à la télévision, il aurait dû se préparer évidemment à toutes ces questions, puisque c'est précisément les questions qu'on allait lui poser. Vous étiez au RIF, vous étiez avec Pasqua, voilà, et vous allez voir la suite, ça va pas s'améliorer. Oui, mais ça c'était après, figurez-vous. Oui, non, mais... Oui, voilà, mais le procès continue. Et pour qu'on voit un peu le genre de personnes que vous avez fréquentées. Voilà, pour qu'on voit, pour qu'on sache. Puis vous connaissez quelques travelots aussi, semble-t-il, bien une prostituée. Vous êtes l'ami d'un dealer de drogue. Et puis, il me semble que il y a même quelques violeurs qui habitent près de chez vous. Enfin, vous voyez, c'est évidemment le CV, il est mis par terre en 2 secondes. Hein, vous connaissez un tel, vous étiez avec un tel, etc. On ne reparle que de ça. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, vous remarquez, l'émission est quand même là depuis un bon moment. On ne parle pas de l'Union Européenne. On nous a juste dit, vous êtes anti-européen, vous voulez sortir de l'Union Européenne. Point. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas quoi. On n'a pas eu le temps de développer les questions de fond. Lui croyait qu'on allait l'expliquer là-dessus, mais il n'était pas là pour ça. Il aurait dû se préparer à cet exercice parce que c'est ça, la télévision, le monde des grands médias. Vous avez donné une... Non mais vous savez, monsieur, il essaye de s'imposer à ce moment-là. Ça va être difficile, hein, parce que là, on a la télévision, où Caro est chez lui. Et vous allez voir, Célido, il va essayer de s'imposer. Non, mais vous avez dit que personne ne vous connaît. Donc il ne faudrait pas que les spectateurs se trompent sur qui vous êtes. Les personnes vous connaissent. Il ne faudrait pas que les spectateurs se trompent sur qui vous êtes. C'est-à-dire, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils sont là, donc, pour vous forger une image. Parce que là, on n'a pas parlé de qui il est. On a parlé de qui il a connu ou quel mouvement il a fréquenté. Vous voyez, déjà, dans le langage, c'est pas tout à fait pareil. Hein, la vision n'est pas la même. Et donc, on nous dit qui il est. Donc, on n'a fait qu'associer depuis tout à l'heure son nom à Marine Le Pen, Pasqua, machin, etc. Donc, ce monsieur-là, il fait un peu flipper. Si on en prend le raisonnement du gaucho moyen, hein, celui qui a 3 neurones, lutte ouvrière, révolution, etc., là, il est déjà facho. Hein, facho, fasciste, Pasqua, ouais, ça n'a pas besoin de raisonner plus loin. On est déjà à ce stade-là. Hein, donc, là, le travail est déjà très bien accompli pour France 2 et son équipe. J'ai fait des conférences. Il esquisse d'ailleurs un joli petit rictus de satisfaction, hein, Laurent. Également, devant le Parti pour un renouveau communiste français à Lens. J'ai fait des conférences devant l'Association des Amis du Monde diplomatique, à Paris, à Nice. Et donc, également une conférence... Ah, et là, on la sent venir. Alors là, vous savez, c'est quelque part, il fait de la quenelle sans le savoir. Parce que nous, on la sent venir. Hein, qu'est-ce qu'il dit également dans le, et on sait de quoi il va nous parler. Et là, il va parler évidemment, hein, du sujet de la grosse casserole, sujet sur lequel on va revenir. Il est tout à fait normal. Il s'y prépare, il se dit de toute façon, je vais la placer. Et Célido d'ailleurs. Aurait dû l'anticiper. Vous allez me parler évidemment du local d'Ayoub et de Dada. Il aurait dû l'anticiper, puisqu'on sait qu'il va lui dire ça. Hein. Et vous avez également fait une conférence au local et on sait qu'on va lui dire. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ça ne loupe pas. Il attend, il prend son temps, il dit de toute façon je vais lui placer. Voilà. Il est tout à fait normal de s'adresser à l'ensemble des Français. Par ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez jugé utile de donner une conférence au local de Serge Ayoub. Voilà, il l'a placé. Même Célido essaie de faire semblant de ne pas entendre, mais ça ne passe pas. C'est la raison pour laquelle vous avez jugé utile de donner une conférence au il répète. Local de Serge Ayoub, le skinhead. Ça fait mal, bah oui, déjà Serge Ayoub, le skinhead, après Pasqua, le RIF, etc. Hein, on peut les énumérer, donc FN c'est fait, Pasqua c'est fait, le RIF c'est fait, Serge Ayoub, clac clac, dans la liste, après on va encore rajouter. Connu Il est un peu dépité d'ailleurs, hein, vous avez vu, il ne s'attend pas à la question alors qu'il aurait dû s'y attendre. Donc les jeunesses nationalistes révolutionnaires par exemple, vous avez trouvé normal? Très énervé. Là, évidemment, on nous montre, il est très énervé, mais c'est une façon de nous dire, c'est une question qui le dérange. D'aller discuter, dialoguer avec Serge Ayoub? Non. Dialoguer. Voilà, c'est évidemment discuter, dialoguer. Donc, évidemment, il va se défendre comme il peut. Je ne suis pas allé dialoguer avec Serge Ayoub, je ne savais pas qui était Serge Ayoub, on m'a invité, figurez-vous qu'on avait les pires difficultés à trouver des salles pour s'exprimer. Donc c'était une... Ah, donc c'était une erreur. Et vous savez, il l'enchaîne. Il va pas le lâcher tel un pitbull. Donc évidemment, mais c'était fait pour ça. Évidemment, et Célido commence à avoir des grosses gouttes là quand on lui dit. Ce sont des sujets absolument dérisoires dont vous me parlez. C'est dérisoire. Ah oui, c'est dérisoire. Bah oui, quelque part c'est dérisoire, c'est vrai. Mais ils vont tout le temps jouer là-dessus. Vous savez, bah oui, c'est leur technique, hein, tu vois, il aurait dû s'y attendre, mais évidemment que dans l'absolu, il a raison, Asselineau, c'est dérisoire. Il est bien plus important de parler de l'Union Européenne, bien plus important de parler du TAFTA, hein, plutôt que parler de Asselineau qui a donné une conférence chez Serge Ayoub en 2004 ou je ne sais quand. Savoir qui vous êtes? Oui, pas qui je suis.
Et même lui se perd, évidemment. Est-ce un détail de savoir qui vous êtes? Il répond oui. Et quelque part aussi, même là, dans l'absolu, il a raison. Oui, on s'en fout quelque part de savoir qui il est. Ce qui importe, c'est de savoir quelles sont ses analyses, ce qu'il apporte, quels sont ses objectifs. Qui il est vraiment. Qu'est-ce qu'on s'en fout aussi un peu de rentrer dans sa vie privée. Après, c'est pas parce qu'il a fait une truc chez Cheikh Jayoub que ça nous explique qui il est vraiment. Ce qui est dérisoire, c'est de faire le procès d'intention que vous faites. C'est un procédé fascisant que vous faites, parce que vous ne tenez pas compte de l'ensemble, d'abord des militants qui sont là. Nous avons maintenant parmi nos 5900 adhérents... Il s'empêtre aussi un peu dans la réponse, parce qu'il donne une réponse en disant que vous ne tenez pas compte des militants, c'est vrai, mais surtout il fait preuve que c'est le seul argument qu'il ait pu trouver, alors qu'il y a d'autres sujets beaucoup plus importants. Encore une fois, il aurait dû user de cette démagogie en parlant justement de la dérision de sa personne. Oui, ma personne n'est pas importante, ce qui est important c'est ma cause. Oui, j'étais faire une conférence chez Cheikh Jayoub, j'étais un inexpérimenté en politique, puisqu'il est vrai que c'était dans les premiers mois de l'UPR, et je me suis fait avoir. Et peut-être qu'il aurait dû se préparer à ces questions. Et là, il s'empêtre un peu, hein, et ce Caron, content d'avoir placé, hein, évidemment, et de l'avoir trucidé au poteau, si je veux dire. Une majorité de gens qui viennent de la gauche. Deuxièmement, vous ne tenez aucun compte de tout ce qui constitue notre programme. Au Front National aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent de la gauche, pareil. Alors, au Front National aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent de la gauche. Bon, bah, écoutez, moi je veux bien, mais alors, dans ce cas, Monsieur Caron, faut se demander pourquoi tous ces gens quittent la gauche et vont finir à l'UPR ou au Front National, puisqu'apparemment il serait plein de gauche à l'UPR et plein de gauche au Front National. Donc on peut s'étonner et se demander pourquoi l'un et l'autre, comme ça, finissent. Hein. Ça c'est clair. De tout ce que je dis depuis 7 ans, vous n'en tenez absolument aucun compte. Moi, vous savez ce qui me fait peur avec l'extrême droite? Et là, il s'énerve. En plus, moi, ce qui me fait peur avec l'extrême droite, et il s'énerve complètement. Il pète les plombs parce qu'ils lui font péter les plombs, littéralement, évidemment, cette équipe-là, parce que c'est le procès. Hein. Et là, Asselineau, là, il plonge. Actuellement, l'extrême droite. Vous savez ce qui se passe en ce moment? Monsieur Le Drian, ce qu'il a fait le 21 mars dernier, il est allé voir le ministre de la Défense estonien, monsieur Reinsalu, qui donne, le gouvernement estonien en ce moment donne comme modèle les Waffen-SS à la jeunesse estonienne, commémore les Waffen-SS. Voilà, ça c'est une vraie information, on connaît les penchants du gouvernement estonien pour les commémorations de Waffen-SS, mais effectivement c'est un argument voilà, de poids, encore une fois un peu technique quand même, un peu technique. Et qui est-ce qui... Et nous sommes... Il s'empêtre un peu d'ailleurs, il est tellement énervé, il en perd ses mots. Allez soutenir ce monsieur qui d'ailleurs nous a interdit de vendre les navires à la Russie, qui les deux navires. Après ça, M. Fabius est allé à Kiev soutenir M. Tcherniybok, et qui est le président du mouvement Svoboda. Voilà, ça il a tout à fait raison, c'est vrai, il fait bien de le souligner. Svoboda, un mouvement de nazis antisémites soutenu même par Bernard-Henri Lévy. Donc il est bon quand même de le rappeler. Mais ça ne pèse pas dans ce genre de discussion, ces arguments qui sont extrêmement techniques et extrêmement vrais. Qui est l'un des mouvements néo-nazis les plus évidents. Les spectateurs, c'est pas ce qui les intéresse. Ah voilà, alors c'est Caron qui décide de ce qui intéresse ou pas le téléspectateur. Hein, c'est un peu comme pour la démocratie, on vous demande pas votre avis. Hein, c'est-à-dire même l'invité, il n'a pas le droit de s'exprimer comme il le souhaite. Il faut qu'il apporte évidemment les arguments dans le sens de M. Caron. Oui, c'est pas ce qui intéresse les téléspectateurs. Bah si quand même, c'est aussi ce qui intéresse les téléspectateurs. Mais c'était bien vu de sa part de montrer que l'extrême droite était un peu ailleurs, mais il aurait dû s'y prendre encore de façon un peu plus large, un peu plus peut-être démagogique. Hein, et puis regardez cette charmante dame qui nous donne un regard, Léa. Oh là, Léa, je te verrai bien sur les paquets de Camel. Non, mais c'est beaucoup plus intéressant, que le fait que parmi 280 réunions que j'ai faites à travers la France, il y en a une fois qui a été faite à mon insu chez quelqu'un, ça c'était un véritable... Donc vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Voilà, donc c'est comme chez les flics, il a lâché, oui, une conférence à mon insu, et évidemment vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, donc vous êtes un incompétent, ce qui est quand même pour le moins embêtant en politique. Pas au courant des endroits où vous mettez les pieds, pour un homme politique, c'est pas terrible. Voilà, évidemment, le reproche est là, hein, je vous dis, là, le juge a décidé, donc hein, vous n'étiez pas au courant, donc vous êtes un incompétent, vous êtes un homme politique pas terrible, voilà. Et vous avez fait quoi, vous? Voilà, Célineau tombe tellement dans son jeu qu'il est obligé de se retourner, mais contre vraiment, plus on en est au stade voilà, de la personne à personne, donc là il se retourne vraiment contre Aymeric Caron dans son individualité pour lui dire vous avez fait quoi vous, parce qu'il n'a plus d'autres arguments, parce qu'évidemment il est devant un procès, donc c'est très difficile, il aurait dû anticiper ce genre de questions pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Moi,
Vous voulez que je vous raconte ma vie? Bon, ça plaît au public, parce qu'il en place une petite quenelle. Mais Caron est satisfait d'avoir démontré que Asselineau a fait une conférence chez Ayoub et qu'en plus il ne le savait pas, donc ça fait de lui un incompétent. Non mais Loïc, pardon, mais il a au moins répondu à votre question. Non, par exemple, je lui ai posé une question à laquelle il n'a pas répondu. Et là on voit le montage. Pardon, mais il a au moins répondu à votre question. Alors qu'il vient de répondre à une question. Donc là on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui a été dit, qui a été coupé. Hein, vous voyez, ça c'est tout à fait le genre de reprise hein, qu'on remarque. Et donc il y a eu une coupe probablement même voilà, dans la réponse d'Asselineau, puisqu'on a vu dans le plan d'avant qu'il parlait même avec Sardou, il disait quelque chose à Sardou. Regrettez-vous d'être allé voir monsieur Ayoub? Ah, la question. Alors, vous voyez, alors ça c'est typique de ce genre de tribunal de la pensée, parce que dans ce genre d'émission finalement, c'est une espèce de tribunal qui s'est mis en place, donc on a décidé, est-ce que vous regrettez donc le cas Serge Ayoub pour que finalement François Asselineau se soumette et dise... Mais je n'ai pas vu M. Ayoub, j'ai vu la réponse, j'ai vu le... Je n'ai pas vu M. Ayoub, c'est pas tout à fait vrai me semble-t-il que Serge Ayoub était présent, pour ceux qui m'avaient dit. On le saura, l'histoire nous le dira très facilement. J'ai vu le public, de toute façon, si vous voulez. Il n'est pas à l'aise sur cette histoire, hein. Il ne veut pas en parler, c'est tout à fait normal, mais il aurait dû préparer sa com là-dessus. Non mais de toute façon, il faut parler à tout le monde. Et il a raison, et c'est ça qu'aurait dû faire l'argument aussi de départ, de dire parlons à tout le monde. Et alors oui, j'ai été parler aux gens de chez Ayoub, demain j'irai parler aux gens de gauche, j'irai parler parce que le problème de l'Union Européenne transcende les partis politiques. On va dire oui c'est des anciens nazis, oui mais on n'en est plus à cette heure-là, oui ce sont des anciens nazis. Alors voilà. Comment dire, BHS, quand on lui parle de Svoboda des antisémites, il dit alors. Bon bah alors. Bon, et là, ça sera refaire, je ne le ferai pas, je ne savais pas qui c'était. Maintenant... Voilà, donc ça c'est évidemment, ce sera à refaire, je ne le referai pas, je ne savais pas qui c'était, donc ça c'est une forme évidemment où il a admis que s'être trompé, évidemment, bon il a eu du mal, mais il s'en tire mal parce que c'est Caron qui le ramène un peu dans les cordes, comme je vous dis, là, comme le boxeur, il l'a ramené dans les cordes. D'ailleurs c'est vrai, vous savez ce que ça, maintenant c'est vrai, c'est que je crains qu'il y ait effectivement des pièges qui me soient tendus, ça c'est exact. Voilà, effectivement, il dit que maintenant il craint les pièges et tout. Donc Caron l'a fait sortir de ses gonds. Et ça, c'est dommage, c'est lui qui aurait dû attaquer. L'attaque, c'est toujours la meilleure défense. Maintenant, moi, c'était dans les tout premiers mois. Comment expliquez-vous qu'Alain Soral? Voilà, on ne le laisse pas parler. Et puis, on entend en direct la question... pique aussi, question curseur hein, de la télévision française. Que pensez-vous d'Alain Soral? Alors, évidemment, il y a toute une polémique parce que Alain Soral, ici même sur ce canapé, était venu dans l'émission et nous avait un peu prédit ces images. Hein. Alors, prédiction, faut bien le dire que moi-même aussi, j'avais fait dans d'autres émissions, quand on m'avait parlé d'Asselineau, que j'avais dit que je crains que s'il le fit un passage dans une grande émission, on lui ressasse évidemment tout son passé et qu'il ne passa que son temps à se défendre. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Donc on a vu un Asselineau un peu déboussolé et évidemment ce qu'avait dit Alain Soral ici même dans cette émission, c'était que Asselineau se soumettrait en fait au système, à l'Empire quelque part. Hein, vous voyez, ça c'est une scène qui est typique, on pourrait dire, d'un tribunal d'Empire, une grande émission de talk-show qui est regardée par des millions de gens. On y a invité donc Asselineau, sans qu'on comprenne pourquoi, après avoir été des années boycottés, tout d'un coup, la France Télévisions se réveille et puis à même pas 2 semaines d'écart, on a eu Étienne Chouard versus Attali, on pourra y revenir aussi, et Asselineau invité donc à On n'est pas couché. Et donc là, cette question phare absolue, est-ce que donc vous êtes pour ou contre Alain Soral? On me dit Soral, c'est le point Goldwyn, le barycentre de la vie publique, tremblement de terre, êtes-vous soralien, ding ding, etc. Et oui, ça c'est la question curseur absolue. Et Alain Soral, et vous pensez quoi d'Alain Soral? Et évidemment, votre réponse, si vous pensez quoi déjà de Alain Soral? Ah ben Alain Soral, j'ai écouté ses vidéos, vous êtes un horrible antisémite.
Ah, Alain Soral, j'aime pas ce qu'il dit. Ah, ça va, vous êtes quelqu'un de bien. Donc Alain Soral serait devenu le point d'indication donc qui démontre votre taux de racisme, de fascisme et d'antisémitisme à la fois. Voilà ce qui est devenu Alain Soral, et le fait donc de le défendre, quand on dit défendre Alain Soral, c'est de dire bah écoutez, oui, c'est un essayiste, c'est un auteur, j'écris, j'écoute ce qu'il dit, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais j'écoute avec intérêt parce qu'il aborde en plus de nombreux sujets. Ça fait de vous un immonde fasciste, un immonde terroriste. Et donc Alain Soral, qui était ici même dans cette émission, avait effectivement anticipé l'attitude et la posture que Asselineau, je veux dire, aurait dans ce type d'émission, qui aurait été selon lui la soumission la plus totale. Et donc c'est ce que nous allons observer, puisque Alain Soral, on le sait, a prédit de nombreuses choses qui se sont réalisées, et celle-là, effectivement, fait partie de ces prédictions. À presque à croire, certains m'ont dit que Aymeric Caron avait certainement dû regarder l'émission Alain Soral sur Méta TV. En tout cas, il y en a plein qui sont convaincus de ça. Et là, on va voir. Évidemment, oui, il faut que je remette. Voilà. Et voilà. Alain Soral, qui relaie vos conférences sur son site Égalité et Réconciliation, dit... Voilà, qui relève vos conférences comme des tas d'autres conférences. Et d'ailleurs, peut-on être le responsable si quelqu'un relève une de vos vidéos? De vous, que vous êtes un nationaliste, pardon, j'ai suivi ma question, un vrai nationaliste, et qui vous soutiendrait si vous étiez un bon homme politique. Mais voilà, alors vous êtes un vrai nationaliste. Soral, d'ailleurs, n'a pas employé ce terme-là en parlant d'Asselineau, il a parlé de patriote. Un vrai nationaliste, non, il a plutôt parlé d'un patriote, et effectivement qu'il a dit à plusieurs reprises ici même qu'il trouvait très bon conférencier mais très mauvais homme politique. Voilà, donc il semble qu'effectivement Éric Caron ait regardé les vidéos concernant Alain Soral et Asselineau. Vous êtes en plus un mauvais homme politique. Il faut reconnaître qu'Alain Soral sur ses sites vous méprise aussi et vous insulte aussi sur certaines vidéos. Voilà, donc effectivement, vous voyez, là elle intervient, là ça la met pas comme tout à l'heure d'ailleurs, hein, voilà, là elle intervient, elle sait quand elle peut contrer, et puis elle dit oui c'est vrai, parce que elle peut pas laisser passer le fait de dire oui Alain Soral encenserait Asselineau, ce qui est complètement faux, puisque l'un et l'autre se font des délicatesses, si j'ose dire, interposées par vidéo, un peu plus d'ailleurs Soral qu'Asselineau. D'ailleurs c'est la première fois qu'on entend véritablement Asselineau s'exprimer sur Soral, et là... Son titre, Alain Soral dit du bien de ce monsieur, il dit simplement que malheureusement ce monsieur n'aura jamais de carrière politique. Voilà, vous savez comment, voilà, il s'est dit, hop, le petit regard encore vers pied, et là, il nous dit, Alain Soral dit du bien de ce monsieur, donc forcément, c'est comme Marine Le Pen, si Alain Soral dit du bien de toi, t'es foutu, c'est Hitler, c'est Alain Soral a dit du bien de toi, c'est mort, ça y est, c'est Hitler, c'est bon pour la chambre à air, et donc voilà, c'est bon, mais en tout cas, on voit s'épouser quoi, Alain Soral et Asselineau. Et là, Asselineau, évidemment, il va tomber dans le piège. Est-ce que vous Ah, puis vous avez vu la tête de Léa Salamé. Qu'est-ce qu'il faut je pense que d'Alain Soral. Et là, on a repris. Vous avez vu le coupage? Il y avait un silence, et d'un coup, c'est pas possible. Vous voyez, ça aussi, ça, c'est des effets de montage, tout à fait. Donc, on n'a pas entendu ce qui a été dit vraiment. Et il y a dû avoir une réponse d'Asselineau, mais qui a été coupée. Je trouve ça extrêmement minable. Et il a raison. Extrêmement minable. Mais il aurait dû s'y attendre. Il fallait pas non plus s'attendre à ce qu'on vous serve des plats raffinés si vous allez au McDo. Et bien là, c'est un peu pareil. Ne vous attendez pas à avoir un débat de fond dans une émission qui touche le caniveau. Monsieur Soral, je vais répondre. C'est une belle métaphore. Je ne connais pas Monsieur Soral, je sais qu'il passe son temps à m'insulter. Bon. Voilà, bon, il le dit, c'est vrai, on l'a jamais vraiment entendu s'exprimer sur Soral. Bon, il fait une gueule encore, Sardou, je vous dis, on va le perdre. Deuxièmement, s'il reprend sur son site... C'est ce que vient de dire Léa Salamé. Deuxièmement, s'il reprend sur son site certaines de mes conférences, c'est parce que mes conférences font un buzz. Voilà, donc oui, les conférences font un buzz, comme il dit. C'est surtout parce qu'elles sont très intéressantes et qu'elles plaisent à beaucoup de gens. Je conseille d'ailleurs aux téléspectateurs d'aller voir celles sur l'histoire de France ou celles sur qui gouverne la France, ça passionne les gens. Et d'ailleurs, ces conférences sont reprises par des quantités d'autres sites. Donc c'est un procédé... c'est un procédé odieux qui consiste à aller chercher uniquement de faire un procès à charge pour essayer de faire croire ce que je ne suis pas. Est-ce que vous dénoncez? Voilà, donc là pareil, encore une coupe, hein, on l'a bien vu, puisqu'on l'a vu la coupe d'avant, il était comme ça. Et là, vous voyez, c'est pas naturel du tout, donc il y a eu une coupe aussi. Est-ce que vous dénoncez les propos d'Alain Soral? Voilà, alors là on y arrive. Là, on est au point Godwin ultime alors on a un point Godwin français, il faudrait peut-être le renommer. Hein, c'est-à-dire qu'il y a en France, à l'heure actuelle, on pourrait presque parler d'un point Godwin soralien, puisque Alain Soral
est le point Godwin de toutes les discussions pour les gens un peu informés et qui finissent toujours par vous demander où est Soral et ce que... ah là là. Voilà. Les gens finissent toujours par vous demander... oui, c'est comme ça. Les gens finissent toujours par vous demander ce que vous pensez d'Alain Soral. C'est le point Godwin à la française. Véritablement, Alain Soral, le point Godwin à la française. Et là... donc Asselineau, effectivement, va tomber dans ce piège. Est-ce que donc vous dénoncez Alain Soral? Parce qu'on est obligé de dénoncer Alain Soral, c'est ça la posture. On n'a pas le droit de défendre Alain Soral, ça c'est interdit. Hein, on n'a pas le droit de dire, bah oui, j'écoute ce qu'il dit, Alain Soral, il y a des choses intéressantes. Ah non, ça c'est pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit. C'est soit vous devez lui cracher dessus, soit... on vous prend pour un fanatique adulé. Alors je veux bien qu'il y ait des fanatiques fous d'Alain Soral qui sont aussi fatigants que les anti-Soral primaires, parce que ça il y en a, oui, qui connaissent d'ailleurs souvent pas du tout le personnage, ni ses sujets, ni ses écrits, ni ses vidéos, ni rien. Et ça c'est aussi fatigant l'un et l'autre. Mais en France, sur la télévision française, il faut comprendre que c'est le curseur. Alain Soral, c'est la limite. Hein, si vous parlez d'Alain Soral, on vous charcle immédiatement, quoi. Voilà. C'est bien connu, Asselineau, le petit-fils d'Hitler. D'ailleurs, Dieudo, le neveu du chat d'Hitler par Alliance, te parle, c'était Émeric Caron. il y a du trolling, il y a du trolling. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit encore? Caron au fun, te pas le fouet. Ah ouais, c'est Asselineau. Effectivement, ça pourrait être le point Godwin. Ah ben voilà quelqu'un à Tanor, mon pote, super, il a trouvé voilà une expression, ouais, le point Godwin on pourrait l'appeler. Effectivement, point Godwin, hein, Soral, c'est le point Godwin. C'est la maison mère qui téléphone. J'ai eu le droit à un beau trolling sur cette affaire. Le point Soralien, voilà. Qui a vu Moilec sur la trahison de Soral? Bah écoutez, Moilec il va finir... avec Émeric Caron, sans coup de fouet, on me dit oui, attention, c'est le cri Fautel, c'est BHL qui téléphone à Trompa. On a vraiment toutes les possibilités. Effectivement, ouais, ce coup de fil suspect. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Asselineau? Alors, pour revenir, parce qu'on est sur Soral et l'UPR. Le positionnement d'Alain Soral, son anti... Et voilà, ça le fatigue un peu, hein, mais il abdique. Sémitisme, est-ce que vous dénoncez tout cela? Oui, bien entendu. Voilà, voilà, et on y est. Est-ce que vous dénoncez Soral et son antisémitisme? C'est-à-dire qu'on a réduit l'idée évidemment de Soral et de l'antisémitisme. Bon, évidemment, voilà, c'est réduit, hein, voilà, c'est le point réducteur des choses. Hein. Et en plus, Asselineau admet, voilà, c'est-à-dire qu'il dit, bah oui, Soral et son antisémitisme, c'est-à-dire qu'il valide, la grille de lecture donnée par le système, voilà. Grille de lecture, évidemment, imposée dans cet exercice. Mais notre mouvement politique est un mouvement où il y a des personnes venues d'absolument tous les horizons. Oui, ce qui est pour le moins vrai en plus, mais ce qui est aussi la raison de R. Vous voyez, ça, je suis désolé, il faut admettre les choses telles qu'elles sont. Il y a la même diversité qui existe à l'UPR ou à Égalité et Réconciliation, et il faut bien le préciser. Il y a énormément de gens qui sont les deux, qui sont à la fois membres de l'association ER et à la fois membres de l'UPR. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui va être dit après. C'est marqué dans notre charte fondatrice que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, ce qui semble le cas. Nous n'avons absolument rien à voir avec un mouvement antisémite. Voilà, c'est-à-dire que là, bon bah Asselineau a enterré Égalité, Réconciliation, puisqu'il dit le mouvement, donc faisant certaines références, en parlant plus Soral, plus de son mouvement que de lui-même, de sa personne, en le qualifiant d'antisémite, ce qui est pour le moins pas très élégant pour les personnes qui appartiennent aux deux. Et c'est la fameuse soumission qu'avait prédit Alain Soral ici même, qui s'est accomplie sur le plateau dont on n'est pas couché, décidément. Je voudrais revenir sur... Et d'ailleurs, vous voyez, ce petit rictus de... Le petit rictus de satisfaction de comment on appelle ça, de notre ami Laurent, mission accomplie, donc il s'est un peu dédouané, on va dire qu'il a, il a refusé ses apparences, ses paternités, si j'ose dire, ou quelques relations que ce soit avec ces mouvements-là, et donc c'est bon, il est bon pour les médias. Le mélange patrie, etc. Vous savez ce que disait De Gaulle? De Gaulle disait, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays
Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Voilà, il donne une définition. Somme toute, on revient un peu de sérénité dans sa définition, mais c'est trop haut niveau pour eux, il me semble. Émeric Caron brocardait le fait que je parlais d'indépendance nationale. Voilà, et ça va pas lui plaire. Non, j'ai pas brocardé. Bah si, t'as brocardé, Eric. Depuis tout à l'heure, tu fais que ça. Tu parles de gens qui sont nationalistes, tu nous as expliqué que le revenir à la souveraineté de la France, c'était quelque chose d'horrible, et maintenant il dit non, j'ai pas brocardé. Un peu d'honnêteté intellectuelle serait bienvenu. Je n'ai pas brocardé. Bah si, tu as brocardé. Souveraineté, je rappelle quand même que l'article 4 de la Constitution... Il prend sa tête excédée, genre... Il faudrait trouver quand même, je vais me faire une coupe comme ça moi aussi un de ces jours à la Bernard-Henri Lévy parce que ils sont fantastiques avec la chemise ouverte et tout, ce Émeric Caron là, et puis il est arrogant, on n'a jamais vu ça, une arrogance telle dans une interview, je vous dis, il se permet pas le quart de ça avec les autres. De la 5e République, sous notre Constitution. L'article 4 prévoit que les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Là, on a l'impression que voilà, il est excédé, il n'en peut plus. À souveraineté nationale, ça l'irrite le père Sardou. Et l'article 5 fait obligation au président de la République, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Donc ce que finalement on voudrait me reprocher, c'est de vouloir appliquer les articles 4 et 5 de la Constitution de la 5e République, c'est ça ? Et là, ils sont énervés. Débat d'experts. Il les a quand même assez poussés au poteau sur son histoire de constitution. Parce que là, ce qu'il voudrait dire, parce que lui, il reprend leur raisonnement en disant, ah bah d'accord, moi je suis un nationaliste, donc je suis quelqu'un d'horrible d'extrême droite parce que je défends la souveraineté nationale. Mais la souveraineté nationale, c'est inscrit dans la Constitution française. Alors la Constitution française est une constitution de nationalistes hitlériens. Alors, monsieur Caron, qui est un peu là, pour le coup, silencieux. Et à Salamé. Ah, et ben voilà. Et puis là, vous avez vu comment le montage est fait, parce qu'on n'a pas la réponse d'en face, ils n'ont plus l'argument. Voilà, terminé. De Gaulle. Ah, De Gaulle. Il y a eu un applaudissement et il semble que la façon dont il arrive, puisque elle en fait on lui a donné la parole et que c'est bizarre qu'on a entendu qu'il y avait un silence au moment de la réponse de Caron et la reprise du plan sur Laurent Ruquier, ça signifie bien qu'il y a une image qui a été coupée, encore une fois. On va laisser vos fans vous applaudir. Voilà, voyez, en plus, la preuve même est dans la réponse. On va laisser vos fans vous applaudir. Elle nous le dit. Déjà, elle traite les gens du père de fans, donc de fanatiques, un peu comme une rockstar, j'ai envie de dire. C'est pas un homme politique, je veux dire, on pourrait parler de partisans, de militants, de soutien. Non, elle parle de fans, donc de façon comme ça, de dérisoire un peu. Vous voyez, ça, c'est comme ça qu'ils ont, pour moi,